Après le désert, l'exil et la mise au banc, les protestants vont retrouver petit à petit, de régime en décret, une place officielle dans la société. À défaut d'être pleinement acceptés, ils vont être tolérés et entamer une réintégration par les différents pouvoirs qui se succèdent à un rythme effréné en cette fin de siècle. La monarchie, les révolutionnaires et l'Empire vont chacun leur tour s'ouvrir à la diversité de cultes et offrir un peu de répit aux protestants traumatisés par des siècles de persécution. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant. Épisode 6, la réintégration. André Ancrevet, historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est Créteil, spécialiste de l'histoire du protestantisme. Je vais citer 2 de vos livres uniquement, il y en a beaucoup. Les protestants et la vie politique française de la Révolution à nos jours, aux éditions du CNRS, paru en 2021. Et les protestants en France de 1800 à nos jours, histoire d'une réintégration, aux éditions Stock. C'est justement de cette réintégration au sein de la société française dont nous allons discuter ensemble. Bonjour. Bonjour. Notre récit reprend ici en 1787, quelque temps avant que la tempête révolutionnaire ne vienne secouer et enfin renverser les bases de l'Ancien Régime. Louis XVI est encore roi de France et si nous parlons de 1787, c'est pour un texte royal, après l'édit de tolérance de Saint-Germain en 1562 et l'édit de Nantes d'Henri IV en 1598. C'est au tour de Louis XVI de vouloir faire régner la concorde entre catholiques et protestants en promulguant l'édit de tolérance le 29 novembre 1787. Il rétablit ainsi les droits civils des protestants. Quelle est l'importance de ce nouvel édit de tolérance, André Ancrevet ? Eh bien, il faut comprendre que cet édit ne vient pas comme ça, ne tombe pas du ciel, évidemment. Ça vient d'abord des progrès d'une certaine tolérance, c'est-à-dire que peu à peu, on tolère une maison d'oraison, c'est pas un temple. On sait bien qu'il y a un pasteur dans un coin, mais bon. Donc, globalement, les progrès de la tolérance dans la société. Et puis, il y a un problème strictement religieux pour l'Église catholique et les protestants, bien sûr. C'est-à-dire le problème du mariage des protestants. Vous savez que depuis la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, les protestants ne peuvent pas se marier puisqu'il n'y a pas de mariage civil. Donc, s'ils ne sont pas mariés et qu'ils ont des enfants, les enfants n'héritent pas, puisqu'ils sont considérés comme illégitimes. Donc ça pose un problème, bien sûr, et si on veut protéger ces enfants, on est obligé de faire semblant d'être catholique. Et donc, d'aller voir le curé, de faire semblant de se confesser, de communier, enfin bref. Donc, en fond, de profaner un sacrement. Parce que les curés, c'est très bien qu'ils n'en croient pas un mot. Mais bon, donc, dans le préambule de cet édit, justement, Louis XVI, enfin ceux qui ont été critiques, bien sûr, disent, mais au fond, les protestants, ils sont obligés de profaner des sacrements catholiques, donc on ne peut pas laisser faire ça. Et moi, d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est qu'on ait mis un siècle à s'en apercevoir. Mais enfin, toujours est-il que c'est comme ça. Donc, vous voyez, deux raisons fondamentales. C'est donc les progrès en général de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, et donc d'une certaine forme de tolérance, et puis ce problème strictement religieux. Donc, en 1787, Louis XVI signe un édit qui se contente de donner aux protestants un état civil laïque. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle réhabiliter leur mariage en allant voir soit un juge, soit un curé. Et donc, on leur donne un état civil, ce qui veut dire qu'ils existent. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de restrictions. Par exemple, explicitement, on refuse la liberté de culte. On refuse à quelqu'un de se dire pasteur. On refuse très explicitement dans l'édit le droit de se constituer en église. On ne dit pas église, mais ça revient à ça. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement restrictif. Il y a un état civil laïque. Mais c'est quand même très important. Très important parce que qu'est-ce que ça montre profondément ? Que Louis XIV a échoué. C'est-à-dire, vous savez, dans l'édit de révocation de l'édit de Nantes, on dit mais il n'y a plus de protestants en France, donc on n'en a plus besoin. Eh bien là, non, ça prouve que la monarchie reconnaît que la révocation a échoué et que les protestants existent encore, sont là, et que il faut bien, en quelque sorte, en tenir compte. Mais, donc, c'est quand même très restrictif, ce qui veut dire, malgré tout, que tant qu'on reste dans le concept d'Ancien Régime, vous savez ce qu'on appelle une monarchie chrétienne.
Le roi de France, il n'est pas seulement couronné, il est sacré à Reims. Les autres rois, ils sont couronnés. Donc, il n'est plus tout à fait un pur laïc. Et le concept de monarchie chrétienne, ça veut dire que le roi, tant mieux si ses sujets ont à manger, c'est bien. Mais le but d'une monarchie chrétienne, c'est pas tellement que les sujets aient à manger, c'est leur salut éternel. Le roi de France est comptable devant Dieu du salut éternel de ses sujets. Raison fondamentale de la révocation de l'édit de Nantes. Donc, tant qu'on reste dans ce concept, on peut avoir, bien sûr, un état civil des protestants. Alors, les protestants, après, ils ont fait remarquer que si on les existe, on pourrait leur donner la liberté de culte. Mais, non, c'est le maximum de ce que peut donner la monarchie. En 1789 survient justement la Révolution française, le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ, nous dira Victor Hugo. Les idées révolutionnaires égalitaires vont tout de suite donner une place, non pas véritablement à la liberté de conscience, mais aux protestants et à ceux qui ne sont pas de religion catholique. André Encrevé, vous souhaitiez pour cet entretien nous faire entendre non pas l'enregistrement d'époque malheureusement, mais une lecture du célèbre discours prononcé par Rabot Saint-Étienne le 23 août 1789 à la tribune de l'Assemblée nationale. Ainsi, messieurs, les protestants font tout pour la patrie, et la patrie les traite avec ingratitude. Ils la servent en citoyens, ils en sont traités en proscrits. Ils la servent en hommes que vous avez rendus libres, ils en sont traités en esclaves. Mais il existe enfin une nation française, c'est à elle que j'en appelle, en faveur de 2 millions de citoyens utiles qui réclament aujourd'hui leur droit de français. Je ne lui fais pas l'injustice de penser qu'elle puisse prononcer le mot d'intolérance. Il est banni de notre langue, où il n'y subsistera que comme un de ces mots barbares et surannés dont on ne se sert plus, parce que l'idée qu'il représente est anéantie. Mais, messieurs, ce n'est pas même la tolérance que je réclame, c'est la liberté. Je demande donc, messieurs, pour les protestants français, pour tous les non-catholiques du royaume, ce que vous demandez pour vous, la liberté, l'égalité de droit. Je le demande pour ce peuple arraché de l'Asie, toujours errant, toujours proscrit, toujours persécuté depuis près de 18 siècles. Un discours important, ce discours de Rabot Saint-Étienne. C'est un discours important, notamment d'ailleurs parce que dans la même phrase, il cite les protestants et les juifs. C'est important, mais ce qui est le plus important, c'est quand même le débat autour de la Déclaration des droits de l'homme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, naturellement, en 89, les protestants ne jouent pas de rôle dans le déclenchement de la Révolution. Naturellement, ils ne sont pas assez nombreux. Mais il faut savoir quand même que si Rabot Saint-Étienne peut dire ça, c'est que des protestants ont été élus aux États généraux devenus l'Assemblée nationale. Parce que le règlement électoral qui avait été établi par Necker protestant, principal ministre, mais comme il était suisse, vous pouvez le laisser, bien qu'il fût protestant. Donc, Necker avait fait le règlement et il n'y a aucune mention de la religion. De ce fait, il y a sur les 600 élus du tiers-État, il y a 21 protestants. C'est déjà important. Et ça montre que même avant la Réunion, c'est l'aube de la liberté. Un mot tout de même, vous disiez qu'il y a 21 protestants élus. Ils sont constitués en groupe, c'est-à-dire ils sont représentants des protestants ou c'est vraiment des individualités ? Non, ils ne sont pas du tout constitués en groupe, parce qu'ils sont élus dans plusieurs endroits, naturellement. Non, il n'y a pas de groupe protestant. Il y a des protestants, il n'y a pas de rôle collectif des protestants pendant la Révolution. Les protestants, ils vont être, on va le voir, des héritiers, si on peut dire, de la Révolution. Ils se considéreront aussi comme ces inspirateurs, parce qu'ils se considèrent comme inspirateurs de la démocratie politique, puisque les églises protestantes sont des démocraties religieuses, si on peut dire. Mais il n'y a pas d'action en tant que groupe, il n'y a pas de groupe protestant. Non, ça, il y aura eu un petit moment quelques députés alsaciens pour des raisons précises, mais non, il n'y a pas de groupe protestant. Bon, alors, ce qui est important, c'est la discussion autour de la Déclaration des droits de l'homme. Malgré tout, on est encore en août 89. Et la Déclaration des droits de l'homme affirme la liberté des religieuses, mais encore de façon restrictive. Il faut bien voir, le comte de Castellane, catholique lui-même, avait proposé une formulation disant « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, ni troublé dans l'exercice de sa religion ». Là, ça aurait été l'affirmation de la liberté religieuse.
Mais finalement, il y a eu un certain nombre de débats et l'article 10 ne prévoit simplement « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Donc, à la limite, si on étudie bien la Déclaration des droits de l'homme, s'il y a un groupe d'anti-protestants qui manifeste pour s'opposer au culte, on pourrait presque l'interdire. Bien sûr, c'est formel. Mais enfin, vous voyez, ça met quand même un petit peu de temps. Il reste qu'avec ça, les protestants obtiennent quelque chose de très important, qui est effectivement la liberté de culte. Et puis, la liberté de culte inclut la liberté de construire des temples ou d'en louer. Alors, il va y avoir une série de décisions qui dont les protestants vont en quelque sorte hériter, puisque en décembre 89, on discute de la loi électorale, il n'y a pas de mention de la religion. Puis, en 90, l'Assemblée va voter la restitution aux héritiers. Vous savez, quand les protestants avaient fui au refuge, on a dû vous parler du refuge, les biens étaient confisqués. Mais alors, certains avaient été vendus, mais enfin, en gros, il y avait des biens qui étaient gérés par l'État. Eh bien, l'Assemblée vote la restitution aux héritiers des biens qui avaient été confisqués à ceux qui étaient partis au refuge. Donc, c'est assez important. Et puis aussi, on va voter une sorte de loi du retour. C'est-à-dire, tous ceux qui sont descendants, à quelque degré que ce soit, d'un protestant ou d'une protestante, et partis au refuge, s'ils reviennent, ils ne sont pas naturalisés. On leur reconnaît la nationalité française automatiquement, s'ils prouvent qu'ils sont descendants de huguenots réfugiés. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes pour les protestants. Cela sera suivi d'effets. On verra justement de nombreux huguenots protestants revenir en France? Non, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura quelques-uns, bien sûr. On n'a pas le chiffre exact, on a cherché, mais non, il n'y a pas... ils avaient espéré un mouvement. Vous savez, il y avait 4 générations. 4 générations, un siècle depuis 3 ou 4 générations en tout cas, depuis la Révocation. Non, il y en aura, mais il n'y en aura pas beaucoup. Il y en a de célèbres, mais Benjamin Constant, par exemple. Benjamin Constant, il descendait par sa mère de huguenots réfugiés, donc il s'est fait reconnaître la nationalité française. Il y en a quelques-uns de célèbres comme ça, mais non, il n'y en aura pas beaucoup. Mais ce qui est important, je crois, c'est que très vite, les protestants, ils vont pouvoir avoir des lieux de culte. Le premier reconstruit après la Révocation, c'est le temple d'Orthez, 1790. Bon, comme ça, il y aura c'est tôt, c'est tôt. Mais dans le Béarn, qui avait été un royaume particulier, enfin une principauté plutôt. Donc, mais ce qui est d'important, c'est que, comme l'Assemblée nationale a voté la confiscation des biens du clergé, vous savez, on a vendu comme biens nationaux, etc., et puis elle a supprimé les ordres religieux. Donc il y a toute une série de chapelles, de couvents, qui ne servent plus, puisqu'il n'y a plus les ordres religieux. Donc les protestants vont pouvoir louer des chapelles ou d'anciennes églises désaffectées pour faire le culte. Et enfin, je veux dire, ils n'osaient pas rêver. Ils n'osaient pas rêver de faire le culte dans une ancienne église catholique. C'est particulièrement le cas à Paris. À Paris, ils se sont réunis en juin dans l'arrière-salle d'un café. C'était pas très glorieux. Après, ça a changé. Finalement, en 91, ils vont louer une ancienne église catholique, l'église Saint-Louis du Louvre, qui se trouve à peu près où sont les guichets du Louvre du côté de la Seine aujourd'hui. Ils louent donc une ancienne église. Mais alors, comme pour bien montrer qu'ils sont des partisans de la Révolution, eh bien, ils font aménager, bien sûr, l'intérieur. Il y a deux panneaux, de part et d'autre de la chaire. D'un côté, il y a les 10 commandements, ce qui est quand même bien la bonne des choses dans un temple. Mais de l'autre côté, il y a la Déclaration des droits de l'homme, pour montrer que les protestants reconnaissent à la fois, remercient la Révolution et considèrent d'une certaine façon qu'ils en sont quand même en partie les inspirateurs. Mais alors, on est quand même en 91. Et donc, on fait un petit camouflage. Il n'y a pas marqué Église protestante sur les... Il y a marqué édifice consacré à un culte religieux par une société particulière. C'est pas mal, hein? Ils se souviennent de la Saint-Barthélemy. Oui, justement, comment est perçu tout cela par la population? Puisque des décrets royaux, des édits, il y en a eu, mais là, c'est donc voté par l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est suivi des faits? Est-ce qu'il y a une vraie liberté qui s'installe dans le pays pour les protestants? Oui, alors globalement, oui, les protestants, parce que au fond, il faut bien comprendre que
les persécutions, sauf en droit particulier, c'était pas les protestants contre les catholiques, c'était l'autorité royale et l'Église catholique qui persécutaient les protestants. Et dans bien des campagnes, pas partout, pas là où il y a eu des affrontements, pas là où il y a eu la guerre des Cévennes par exemple, mais dans le Poitou, dans l'Ardèche, ça dépend des endroits naturellement. Mais au fond, les protestants et les catholiques ne se battaient pas, hein. C'était pas du tout. Ils avaient les famines, les pestes, la gabelle, etc. Et puis les protestants ils n'allaient pas à la messe, dans bien des endroits. Alors, sauf là où il y a des tensions. Et effectivement, à Nîmes, il y a ce qu'on appelle la bagarre de Nîmes en 1790, des luttes entre... Par endroits, il y a des affrontements. Mais c'est politico-religieux. C'est à la fois pour la Révolution ou contre la Révolution, et aussi protestants et catholiques. Mais globalement, c'est suivi des faits, mais évidemment, c'est pas immédiat, hein, bien sûr. Mais enfin, peu à peu, les protestants vont avoir et effectivement obtiennent une forme de liberté de culte. Mais on comprend facilement avec ça que jusqu'à ce que la Révolution ne s'emballe pas, si je puis dire, c'est-à-dire jusqu'à la milieu de l'année 1791, eh bien, les protestants sont vraiment des fermes partisans de l'ordre nouveau, de la Révolution, quoi. Enfin, des principes, pour simplifier, les principes de 89. Et vous voyez, c'est important parce que en France, en gros, au moins jusqu'en 1914, ce qui va distinguer la gauche de la droite, c'est l'acceptation profonde ou le refus des principes de 1789. Et dans ce cadre politique, eh bien, pas tous les protestants, bien sûr, les protestants ne sont jamais unanimes, c'est une contradiction de termes de parler de protestants unanimes. Mais jusqu'en 1914, au fond, une grosse partie des protestants seront classés à gauche politique, bien sûr, parce qu'ils seront partisans de 1789, des principes de 1789. Après, à partir de 92, vous savez, la Révolution s'emballe un peu, et puis finalement, c'est la chute de la monarchie. Donc là, on va trouver des protestants un peu dans tous les camps, mais dans tous les camps partisans de la Révolution. Alors, il y aura des protestants un peu extrémistes pour la Révolution. Marat, par exemple. Marat, on oublie parfois qu'il est protestant. Bon, il est suisse, d'ailleurs, mais ceux qui s'expriment, c'est-à-dire la bourgeoisie protestante, en général, elle est du côté des révolutionnaires modérés, ce qu'on appelle les Girondins. Donc pour 89 complètement, mais une certaine forme de décentralisation et une révolution relativement modérée. On retrouve aussi une division au moment du vote sur la mort du roi. On retrouve par exemple Louis-Bernard Saint-Affrique ou Charles Saint-Martin-Valognes qui votent contre la mort du roi, tandis que Pierre-Joseph Cambon ou Marc-David Alba Lasource vont voter pour. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de groupe cohérent de protestants. C'est ça, pas du tout. En face du vote sur la mort du roi, ils se sont divisés. Et il n'y aura jamais pendant la Révolution, jamais au sens propre d'ailleurs, et les protestants ne sont pas assez nombreux, il n'y aura pas, il n'y aura absolument pas de groupe protestant, ils se divisent à l'intérieur du camp des révolutionnaires, sauf quelques très très rares contre-révolutionnaires. Enfin, globalement, ils se divisent à l'intérieur du groupe des révolutionnaires. Mais ils vont avoir des problèmes au moment de la terreur, bien sûr. Parce que l'Assemblée n'a pas voté une loi de déchristianisation, c'est la période dite de déchristianisation. L'Assemblée n'a pas voté une loi de déchristianisation, mais globalement, en bien des endroits, le culte est interdit, tous les cultes religieux, que protestants, catholiques et juifs. Et on demande souvent, pas partout, mais souvent, aux pasteurs, aux curés, aux rabbins, ce qu'on appelle abdiquer, c'est-à-dire renoncer à leurs fonctions. Alors, évidemment, en face de ça, une bonne partie des protestants ne sont pas contents, ils ne voient pas très bien pourquoi, mais c'est une période un peu agitée. Un nombre important quand même de pasteurs vont, comme on dit, abdiquer, c'est-à-dire renoncer à leurs fonctions. Officiellement, ils vont renoncer à leurs fonctions. Mais en général, ils ne disent pas qu'ils s'arrangent avec des formules un peu alambiquées pour dire, en face de la volonté populaire, ils prendront des formules un petit peu alambiquées pour essayer de montrer qu'ils sont de bons révolutionnaires, de bons patriotes, etc. Donc, ils renoncent à leur fonction. Ils renoncent à leur fonction, ça ne veut pas dire qu'ils y renoncent définitivement. Donc il y en a, bien sûr, mais pas tous. Et effectivement, là, c'est une épreuve, mais ça ne va pas modifier l'attitude générale des protestants vis-à-vis de l'œuvre de la Révolution.
ce que je veux dire, je crois est important, c'est que la terreur, pour les catholiques, évidemment, c'est un épisode, enfin, dans la mentalité, dans le souvenir des catholiques, c'est extrêmement grave. Pour les protestants, ça ne reste pas beaucoup dans la culture. Non, il y a la Révolution qui nous donne la liberté et l'égalité, l'accessibilité à tous les emplois, c'est ce qu'ils voulaient réclamer, et c'est très important, bien sûr. Et puis, bon, bien sûr, il y a eu quelques excès pendant un certain temps, je résume rapidement. Mais dès la chute de Robespierre, on retrouve la liberté de culte. Alors, vous comprenez, c'est pas parce que pendant quelques mois, on n'a plus eu liberté de culte. Ça faisait un siècle qu'on l'avait pas. Bon, c'est quand même pas... bon, ça n'a pas marqué la mentalité collective des protestants. Et à partir de 1795, la liberté de culte, la liberté religieuse est obtenue. Et à partir de 95, les protestants, ils sont contents. Non seulement ils ont la liberté de culte, liberté de conscience évidemment, non seulement ils peuvent construire des temples, etc., mais en plus, ils sont, pour la première fois, ils sont vraiment les égaux des catholiques. Donc, voyez-vous, si on se place en 99, au moment du coup d'État de Bonaparte, eh bien, le chemin parcouru par les protestants en 10 ans est considérable. Et ils sont devenus, du moins pour l'État, pour le gouvernement central, les égaux des catholiques, ceux qu'ils n'avaient... Et je veux dire, ils n'osaient même pas rêver, imaginer quand même. Ils avaient vu leur temple détruit. Et eux, ils vont faire le culte dans une ancienne église catholique. Donc, pour les protestants, la Révolution est extrêmement positive. Histoire du protestantisme français, un podcast proposé par le Musée protestant. Soldats, par du droit que m'en donne le décret promulgué hier, le 18 Brumaire, je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, je vous ordonne. On connaît notre devoir. En avant! Les députés ont dissous le directoire. Ils créent à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Sieyès et Roger Dupont. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Vive Bonaparte! Napoléon Bonaparte est un militaire, il forge son pouvoir dans le feu des canons, ses guerres vont amener des destructions dans toute l'Europe, des millions de morts, un bilan humain effrayant, mais avant ces grandes campagnes européennes, il s'assure la paix civile en France et notamment religieuse. Il y a un texte important, André Encrevé, c'est le Concordat. Oui, alors en 99, les protestants ne réagissent pas en tant que groupe. D'ailleurs, il y a la révolution marchait mal, enfin bref, il n'y a pas de manifestation particulière. Et puis, en effet, en 1801 à 1802, Bonaparte veut assurer la paix religieuse. Bon, donc, il signe un concordat en 1801 avec le pape, puis en 1802, ce sont les articles organiques, donc c'est la mise en œuvre en quelque sorte. Le concordat évidemment ne parle pas des protestants parce que c'est avec le pape, et il y a les articles organiques des cultes protestants. Alors, c'est très, très important, bien sûr, parce que c'est d'abord une reconnaissance officielle par l'État. L'État reconnaît officiellement l'existence des cultes protestants, et puis il est prévu de salarier les pasteurs. Il est prévu aussi de contribuer à la construction de temples. Alors, en général, on va se contenter d'attribuer aux protestants d'anciennes églises, plutôt anciennes chapelles catholiques, qui vont être attribuées gratuitement cette fois. Certaines étaient déjà louées par les protestants, d'autres sont attribuées. En gros, on estime qu'il y a environ 75 anciennes chapelles catholiques qui ont été attribuées aux protestants. Donc c'est important. Les pasteurs vont être reconnus donc officiellement. Ils n'auront pas besoin de se cacher pour pas être pendus ou juifs, enfin, etc., comme autrefois. Ils vont même être invités en tant que tels aux cérémonies officielles, même au sac de Napoléon en 1804, un certain nombre sont invités, mais alors on essaye de camoufler leur présence. Et on leur demande de venir, non pas en robe pastorale, mais en venir avec un chapeau à plumes et une épée au côté. Imaginez. Le président du consistoire de Paris a répondu au ministre des Cultes, « Travestira-t-on aussi les évêques ?» Et bon, très peu y sont allés.
Mais enfin, il y a un certain nombre de pasteurs invités au sac de Napoléon. Invités aussi. Alors, bon, donc effectivement, il y a des côtés très positifs. L'État va créer une faculté de théologie pour former les pasteurs, etc. Donc, il y a des côtés positifs. Mais il y a un gros problème au niveau religieux, à l'organisation religieuse, c'est que Bonaparte n'a pas du tout essayé de permettre aux protestants de retrouver leur statut du temps de l'édit de Nantes, ou du XVIe siècle. Et en particulier pour les réformés, c'est-à-dire un peu moins ennuyeux pour les luthériens, mais en particulier pour les réformés, c'est très ennuyeux. Parce que qu'est-ce qui se passe? D'abord, on ne reconnaît pas l'église locale. L'église locale, dans un village, non, elle n'est pas reconnue officiellement, et pourtant c'est le cœur de l'ecclésiologie du protestantisme. On reconnaît simplement ce qu'il appelle une église dite consistoriale. Une église consistoriale, théoriquement, c'est 6000 protestants. C'est calqué sur la cure catholique, en quelque sorte. Mais 6000 protestants agglomérés, en France, il n'y en a pas. Il y a soit plus, comme à Paris, mais en général, il y en a moins. Enfin, bon, ou à Nîmes, ou à Mulhouse. Bon, mais donc, on va regrouper. Mais on ne reconnaît pas l'église locale. Et en plus, encore plus grave, on ne reconnaît pas le synode national. Théoriquement, les articles organiques permettent la réunion de synodes régionaux. 5 consistoires, 5 églises consistoriales forment l'arrondissement d'un synode. Vous savez que c'est très important pour le protestantisme. D'une certaine façon, on peut dire que le synode régional, c'est l'équivalent de l'évêque pour un catholique, et le synode national, c'est l'équivalent du pape, en quelque sorte, en simplifiant les choses. Eh bien, donc, on reconnaît le synode régional, mais pas de synode national, qui pourtant, théoriquement, décide les questions doctrinales, la confession de foi, etc. Si on ne se dispute pas trop sur la doctrine, bon, ça peut encore aller. Enfin, les protestants passent leur temps à se disputer sur la doctrine, ça fait partie de l'ADN des protestants. Donc, tant que ça marche, tant qu'ils ne se disputent pas trop, ça peut aller, mais quand les protestants ont demandé à se réunir en synode, vous savez que Bonaparte n'aime pas du tout les assemblées, à moins qu'on puisse dire, on leur interdit. Donc, c'est très ennuyeux parce que, eh bien, l'Église protestante, c'est un corps sans tête. Il va y avoir, en gros, 80 au début, puis 100, en gros, consistoires, mais qui communiquent directement chacun avec le ministère des cultes, mais il n'y a rien d'autre. Mais seulement, bon, les protestants l'acceptent parce que, ils espèrent, sur le moment, ils espèrent l'améliorer. Ils pensent quand même qu'ils sont les égaux des catholiques. Bon, c'est vrai, même si, bien sûr, localement, il faudra du temps pour que ça arrive, etc. Mais enfin, ils obtiennent une forme de reconnaissance officielle, d'égalité, et donc ils l'acceptent en espérant l'améliorer. Une égalité qui va être battue en brèche avec la défaite de l'empereur Napoléon et le retour de la monarchie. Le catholicisme redevient religion d'État dans la Constitution de 1814. Royauté et catholicisme sonnent à nouveau à l'unisson. C'est la fin de l'égalité pour les protestants ? Alors, en fait, quand les protestants, vis-à-vis de Napoléon, ils réagissent comme les autres Français. Au début, ils sont contents, puis à la fin, ils en ont assez des guerres continuelles. Et en 1814, ils n'ont pas de crainte spécifique, d'autant plus que la charte précise, d'abord, dans son article 5, chacun professe sa religion avec une égale liberté et reçoit pour son culte la même protection. Article 5 de la charte. Article 6. Cependant, mais c'est important, cependant, le catholicisme est la religion de l'État. Bon, vous me direz, ces deux articles sont contradictoires. Parce que si le catholicisme est la religion de l'État, tous les cultes ne doivent pas avoir la même protection. Mais c'est symbolique de ce qu'est la Restauration. La Restauration, c'est d'une certaine façon un décor d'Ancien Régime, avec une acceptation profonde du principal acquis de la Révolution. Vous savez, la Révolution, elle a changé la société et elle a changé la politique. Bon, pour la société, elle a fait l'égalité des droits. C'est un énorme changement. On trouve ça nulle part, sauf chez les États-Unis. Mais en Europe, il n'y a pas égalité des droits. Il y a les noblesses qui ont des privilèges. Donc égalité entre les hommes. Et ça, ça ne sera jamais remis en cause en France, sauf pendant la période de Vichy. Mais elle ne parvient pas, donc elle parvient à créer une nouvelle société, mais elle ne parvient pas à créer un nouveau gouvernement.
Il faudra attendre finalement la Troisième République pour ça. Et vous voyez, la Restauration, elle est un peu entre deux chaises en quelque sorte là. Et donc, là, alors, le catholicisme et la religion de l'État, ça veut dire qu'il y a plus d'honneur, un peu plus d'honneur, c'est vrai, pour le catholicisme, effectivement. Mais globalement, en 1814, les protestants n'ont pas lieu d'avoir peur, parce que l'article 5 demande la même protection. On ne revient pas du tout sur les articles organiques, on ne revient pas du tout sur le paiement des pasteurs. La Restauration va construire des temples. C'était en partie pour que on ne fasse plus le culte dans les anciennes églises catholiques, mais ça fait quand même qu'on va construire des temples, etc. Donc, en quelque dire, si je puis dire, pour la charte, ça commence bien. C'est après que ça va aller moins bien. Il y a un événement qui va accentuer la méfiance des protestants vis-à-vis des Bourbons, c'est la Terreur blanche de 1815. Oui, alors là, il faut comprendre que c'est à la fois très important, même si c'est limité dans l'espace et dans le temps. Il est vrai que dans le département du Gard, il y a une hostilité, on l'avait vu dès le début d'ailleurs, entre groupes protestants et groupes catholiques, qui est une hostilité politico-religieuse. À la fois le souvenir des affrontements, le souvenir de la guerre des Camisards, qui n'est pas du tout oublié, etc. Et puis, le fait qu'il y a les royalistes d'un côté et les républicains, ou pour partisans, disons, de 89 de l'autre. Donc, dès la fin de l'année 1814, il y a dans certaines villes du Gard, il y a des manifestations où les gens chantent qu'ils vont faire du boudin avec le sang de Calvin, c'est-à-dire avec le sang des protestants, ou qu'il faut se laver les mains dans le sang des protestants. C'est bien parti. Bon, au début, ça ne dépasse pas cette hostilité publique. Puis après, il y a les 100 jours. Bon. Mais après Waterloo, évidemment, là, bon, c'est fini, on a compris. La Révolution, enfin la Restauration est revenue. Et donc, pendant l'été et jusqu'en novembre, eh bien, il va y avoir la Terreur blanche. C'est-à-dire que des groupes de catholiques vont agresser des protestants dans la rue, par exemple, des femmes particulièrement, avec des violences très graves contre les femmes, et puis des massacres, et puis des temples incendiés, etc. Et pendant plusieurs mois, ça va faire probablement plusieurs centaines de morts, c'est quand même pas si fréquent qu'il y ait des centaines de morts en France quand même, et des milliers de blessés quand même, et les protestants vont fuir, les protestants, certains vont fuir, soit dans la montagne cévenole, ou alors là quand même on peut se défendre, et puis, ou même à l'étranger. Et donc, voyez-vous, les protestants en 1814 n'avaient pas mal accueilli la Restauration, parce qu'après tout, ça avait l'air de pas trop mal. Mais avec ça, voyez-vous, désormais, il y a du sang entre les protestants et la Restauration. Il y a du sang entre les protestants et la monarchie. Et c'est ça encore qui va encore plus ancrer les protestants dans ce qu'on va appeler la gauche politique. C'est-à-dire que, au fond, quand un protestant va se réclamer soit de la droite politique, soit de la Restauration, eh bien, on va lui jeter au visage le fait l'accusation d'être complice avec les assassins de ses frères. Donc, très difficile d'être protestant et monarchiste. Là c'est vraiment quelque chose d'important, même si c'est limité dans le temps, même si c'est limité au département du Gard. Il y en a eu un petit peu de Terreur blanche ailleurs, mais enfin, globalement, c'est le département du Gard. Mais ça reste, et ça va beaucoup marquer, et pour ancrer les protestants dans la gauche politique de l'époque. Mais enfin, globalement, ils n'ont pas de problème avec l'État. Ils n'ont pas de problème avec l'État jusqu'en 1830. Avec la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1848, nouveau changement législatif, le catholicisme redevient religion de la majorité des Français et n'est plus donc religion d'État. C'est un nouveau basculement pour les protestants également ? Alors, c'est pas au sens propre, hein. Enfin, un basculement, je pense qu'il ne faut pas exagérer. C'est vrai qu'ils sont contents, bien sûr, de voir que dans la révision de la charte, eh bien, le catholicisme n'est plus la religion de l'État. Ils sont contents de voir que cette monarchie de Juillet, elle n'a pas le drapeau tricolore, ce qui est quand même important. Louis-Philippe reconnaissait même, parce qu'il avait été quand même en exil à un bon moment, en privé, que la République, c'était le meilleur des régimes. Mais que, bon, la France n'y était pas prête, parce que pour beaucoup de Français, la République, c'était quand même la terreur. La République, c'était quand même... Finalement, la République n'était pas le respect de la liberté. Parce que pendant un moment, elle n'avait pas respecté la liberté, ce qui est vrai. Donc, bref,
Donc, la monarchie de Juillet, c'est une monarchie bourgeoise, ce qui n'a aucun sens. Une monarchie, il y a une aristocratie, mais une monarchie, ou bien c'est la bourgeoisie, ou c'est bien l'anarchie, mais c'est une monarchie bourgeoise. Le roi met ses enfants au lycée. Ce n'est pas des précepteurs, mais comme n'importe quel bourgeois. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, là encore, une cote mal taillée. Il reste que la bourgeoisie protestante est contente de la monarchie de Juillet, notamment parce qu'il y a un certain nombre de protestants qui sont pas seulement dans les allées du pouvoir, mais au pouvoir. Le symbole, c'est quand même François Guizot. Guizot, qui est ministre plusieurs fois dans les années 30, et qui est quasiment Premier ministre, théoriquement ministre des Affaires étrangères, mais quasiment Premier ministre, de 1840 à 1848. Donc pendant presque 8 ans, la France est dirigée par un protestant. Donc effectivement, la bourgeoisie protestante est contente de ce régime, mais la bourgeoisie catholique aussi. Globalement, la monarchie de Juillet donc, satisfait la bourgeoisie, les protestants ne sont pas mécontents, on accepte le régime, il est pas mal, mais enfin, le régime de leur cœur, c'est quand même la République. Si on essaie de résumer cette période, André Encrevé, en 2 mots, liberté et tâtonnement ? Oui, c'est plutôt que, au niveau du gouvernement central, les protestants sont réintégrés dans la société, mais il faut que ça aille jusqu'au fond du dernier des villages perdus. Et donc, pour l'acceptation de la société, pour que l'ensemble de la société regarde le fait d'être protestant comme une caractéristique parmi d'autres, mais qui n'entraîne pas de sentiments forts, je ne sais pas, comme d'avoir les yeux bleus, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où on vous dit que vous êtes protestant, personne ne vous dira rien, mais il faut du temps. Et même en 1850, on le verra en 1852 avec le Second Empire particulièrement, l'acceptation profonde, non pas de la tolérance, ça la tolérance c'est acquis. C'est acquis même au fin fond, plus personne ne veut persécuter les protestants, même les fanatiques, ils ne veulent plus persécuter. La tolérance est acquis. L'égalité, c'est autre chose. Et la vraie égalité, bien, ça progresse. Voyez-vous, ce qui est important, ils vont marquer où est l'égalité des protestants. C'est l'égalité pour eux, c'est de pouvoir annoncer l'évangile n'importe où, même dans les communes où il n'y a pas de communauté protestante. Alors que, malgré tout, la façon de comprendre d'une bonne partie des gens, c'était accepter les protestants là où ils sont, ça c'est vrai, là où ils sont depuis longtemps. Des fois, je compare ça un peu aux réserves indiennes en Amérique, j'exagère, mais pour faire comprendre. Accepter là où ils sont, mais on veut leur empêcher d'essayer d'étendre le protestantisme, de convertir des catholiques, en gros, là où il n'y a pas de communauté ancienne. Et ça, avant en 1830, on n'essaie quasiment pas, parce que on considère qu'au nom l'esprit du concordat, ce serait que, eh bien, on accepte les protestants là où ils sont, mais on ne leur laisse pas la possibilité de s'étendre. Donc, à partir de 1830, là, ils sont très contents, c'est vrai, parce qu'ils considèrent qu'ils vont pouvoir annoncer l'évangile partout. C'est le début des sociétés d'évangélisation. Et il y aura comme ça un certain nombre de conversions collectives. Mais, voyez-vous, c'est un peu, mais c'est le début. Mais en 1850, c'est pas vraiment encore ça. Pas partout. Toute la société française n'a pas encore accepté l'égalité vraiment entre les religieuses en 1850. Merci André Encrevé pour cet entretien. La réintégration, 6e volet de notre série sur l'histoire du protestantisme en France. Terminons par un petit mot sur vos derniers livres, co-dirigés avec Patrick Cabanel, Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours. Le 3e tome vient de paraître, un ouvrage imposant, déjà par sa taille. Oui, je l'espère. Et donc nous venons de publier le 3e tome. On espère que le 4e paraîtra en 2024 et le 5e en 2026. Oui, il nous reste du travail. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant.